Voilà, nous sommes avec Florent Gors, quelqu'un qui vient de finir justement son parcours en manager de projet et je suis très content d'avoir participé et contribué justement à son parcours de formation. Une personne qui est un athlète, un triathlète comme moi d'abord, Ouais. et aussi un enthousiaste curieux et très méthodique vis-à-vis de gestion de projet. Et aujourd'hui, je vais l'inviter justement pour échanger à propos de la gestion de projet en méthode LAPIS. C'est une méthode inspirée du DMAIC. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement voir quelles sont les applications réelles et contraintes aussi de la méthode LAPIS en faisant le parallèle avec la gestion DMAIC. Florent, je te laisse présenter. Sois bienvenue à ces podcasts LAPIS. Enchanté, Florent Gors. Donc là, je suis maintenant titulaire d'un bac+5 dans la gestion de projet industriel. Comme disait Thiago, très sportif depuis tout petit et récemment dans le triathlon. Je suis passé dans ma carrière sportive est très hétéroclite et j'ai fait de l'haltérophilie, de l'aviron, beaucoup de vélo et maintenant du triathlon. Euh, et mon parcours professionnel a été aussi divers. J'ai commencé par un bac pro en maintenance industrielle. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis ensuite, j'ai continué pour avoir une vision de plus en plus globale sur une entreprise et la performance qui en découle. Et ça m'a conduit à ce jour à avoir maintenant un master en gestion de projet. Et ma relation avec le Lean, on va dire, ça a commencé en licence où j'ai découvert le Lean. Et c'est marrant parce que j'avais déjà eu cette réflexion personnelle euh, quand je cuisinais, par exemple, ce couteau, il m'énerve, il est jamais rangé au bon endroit, j'en ai pas besoin là, etc. Et donc, ça a été très intéressant de découvrir qu'il y avait eu des méthodes, des personnes qui s'étaient déjà posé ces questions-là dans d'autres contextes et qui avaient mis en place des méthodes et des techniques, notamment le DMAIC, quoi. D'accord. Donc, et ça fait combien de temps que tu as eu ce premier contact avec la gestion de projet, notamment des MAIC? Ça va faire 3 ans maintenant en licence. Et ouais, 3 ans. Ouais. Très bien. Et c'est à quel moment que tu as connu la méthode LAPIS? Ça, c'était à mon entrée en master, donc il y a 2 ans, avec mes premiers cours avec toi, Thiago. Donc, c'est un. Je connaissais l'application du Lean dans l'industrie, mais je ne l'avais pas jamais encore pratiqué au personnel. D'accord. Si on prend le pas à pas de la méthode de LAPIS, le premier pas qui pourrait être le parallèle avec la phase de D du DMAIC, de définition, c'est ce qu'on appelle justement la vision, quelle est la direction qu'on souhaite avancer et quel est l'objectif associé, l'objectif USMART, bien spécifique, mesurable. Est-ce que toi, tu peux partager peut-être une vision que tu as eue depuis 2 ans et que peut-être tu l'as encore, une direction avec un objectif associé? Euh, alors, du coup, cette vision, j'en ai développé plusieurs objectifs SMART et vision, du coup, il y a 2 ans. Il y en avait un, c'était d'être le plus performant possible en sport. À ce moment-là, je faisais de l'haltérophilie. Et du coup, avec mon prépa physique, parce que j'ai un prépa physique, je ne sais pas programmer du sport, donc je prends quelqu'un qui sait le faire, un très bon ami à moi. Et je lui ai dit très clairement, dans un an, c'était en fin d'année, c'était courant octobre, novembre, il me semble. Je lui ai dit, l'année prochaine, je veux être je veux être bien meilleur que ce que je suis maintenant. Et du coup, on a ensemble fixé les objectifs donc très précis avec des charges, notamment sur de l'arraché, de l'épaulé jeté, des tractions, enfin plein d'exercices assez complets, du squat, du développé couché. Et après, je lui ai dit, bon, maintenant que ça, on a défini ça, il était assez euh, pas très rassuré de tous ces objectifs parce qu'il m'a dit que ça demandait de développer énormément de qualités physiques très diverses. Parce que pour faire des tractions très lourdes, il faut être fort, mais il ne faut pas être lourd. Il ne faut pas prendre de poids. Pour faire des très gros squats, il faut être très fort et du coup être un peu plus lourd. Donc c'était quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de taf à faire. Et du coup, on a défini un indicateur pour atteindre ces objectifs-là. C'était régulièrement et faire des petits entraînements très réguliers. C'est-à-dire s'entraîner
entre 5 à en plus 6 à 8 fois semaine euh, toute l'année pour atteindre ça. Donc ça avait été le premier. Et au final, j'avais c'était en juillet, il me semble, atteint presque 90% des objectifs. Il n'y a que le squat et le front squat que je n'avais pas réussi à atteindre. Mais tous les autres étaient atteints. Donc 6 mois avant la deadline. J'étais assez content de ça. Et j'avais été presque un peu en retard sur le planning d'entraînement. Je crois que sur les 6 mois, j'avais peut-être 25 ou 30 entraînements de retard. Donc sur presque 160 jours, c'est quand même pas mal. Surtout qu'à l'époque, j'étais encore étudiant. Enfin, je le suis encore, mais enfin, presque plus maintenant. Donc j'avais réussi à bien séquencer tout ça pour que ça se passe bien. J'avais mis aussi une autre vision, c'était d'être en bonne santé. Et du coup, pour la santé, j'avais primé le sommeil, parce que le sommeil, c'est très souvent ce qui nous manque. Et aussi pour pouvoir tenir ce planning d'entraînement qui est, faut dire, très chargé, il fallait que je dorme au moins 8 heures par nuit. Bon, en pratique, l'objectif était à 8 heures, mais j'étais plus à 7h30, 7h40. Donc ça me permettait d'avoir des nuits de récupération de 8h30, 9 heures en week-end. Donc ça me faisait beaucoup de bien, pouvoir enchaîner des entraînements s'il y en avait un à rattraper. Et donc ça, c'était du coup santé, sport, et aussi un objectif d'épargne. D'épargne, je voulais épargner 20% de mes revenus pour pouvoir survenir à mes besoins. Parce que j'étais, du coup, à ce moment-là, j'avais pas d'épargne, j'avais rien du tout. Et quelques mois avant, j'avais eu un accident de voiture. Un truc bête, une flaque sur la route. Je me suis retrouvé dans une barrière de sécurité. Bah, il a fallu changer un phare, un pare-choc, etc. Et j'avais eu assez de sous à ce moment-là pour répondre à ce besoin-là, mais ça m'avait fait réaliser que bah, si c'était plus grave, bah, comment je fais? Bah, en fait, je ne peux pas réparer ma voiture, donc je m'étais bien en tête de pouvoir répondre à ce genre de besoin. Très bien. Et, Donc, ce que je retiens, c'est que tu as défini plusieurs objectifs, justement, par rapport à la santé, par rapport à la santé financière, la santé physique, bref. Et comment tu as géré tout ça? Parce que finalement, d'un côté, il fallait bouger, faire du sport. De l'autre côté, il fallait dormir. De l'autre côté, il fallait économiser. Comment tu as géré, ou comment tu gères, tout simplement, tout cet ensemble, en fait, de contraintes, finalement? Parce que le jour a 24 heures pour tout le monde. c'est ça. Alors, à un moment, je me suis posé parce que j'avais l'impression d'avoir du temps pour rien faire. Donc, je me dis, OK, on va découper la semaine. Il y a 7 jours, 24 heures par jour. 7 jours par semaine et on va voir comment je suis occupé dans la journée. Et je m'étais amusé à faire un Excel que je dois encore avoir quelque part où j'avais chaque case, ça représentait 1 heure et j'avais fait tout un déroulé de ma journée où j'avais mis 2 heures enfin, 2 heures de sport parce que je compte 2 heures, mais ma séance de sport elle dure 1 heure, 1 heure et quart. Et le temps d'y aller, de se doucher, de se changer, de faire la séance aussi, etc., de rentrer, ça me prend 2 heures. Le temps de manger, de me réveiller, d'aller au travail. Et du coup, j'avais réussi à faire rentrer au final tout ce que je voulais faire dans la journée dans 24 heures. Donc je me suis dit, OK, dans une journée de 24 heures en semaine, c'est possible. Je peux faire tout ça en dormant 8 heures. Mais par contre, il faut que je fasse rien d'autre. Et donc j'avais vu que ça pouvait passer, mais j'avais vu que c'était très short. Et j'avais voulu essayer quand même. Et c'est pour ça que ça a pas. J'ai pas pu faire tous les entraînements que je voulais et dormir autant que je voulais parce que c'était trop short en fait. Mais j'avais vu que c'était globalement faisable, quoi. Donc ça, c'était pour tout ce qui est l'aspect temps, donc des entraînements et du sommeil. Et pour l'aspect financier, je me suis fait un Excel avec des feuilles, avec chaque mois une feuille dans laquelle je mettais mes revenus d'un côté, mes dépenses de l'autre, je mettais des catégories. Et ça allait remplir une autre feuille globale avec chaque mois mes dépenses dans telle et telle catégorie. Et un suivi des dépenses globales. Donc c'était Très bien. quelque chose. Je faisais ça tous les Donc, samedis, globalement. Je me posais devant mon Excel et je mettais
je alimentais mes dépenses, quoi. Ah oui, vraiment avec une consistance toutes les semaines, un point de Ben suivi. là, j'ai tenu ouais, toutes les semaines pendant peut-être 4 ou 5 mois. Après, ça a été un peu moins souvent. Et en fait, maintenant que j'ai eu besoin de le faire pour me rendre compte des entrées, des sorties que j'avais, des différentes catégories de dépenses. Et maintenant que j'ai eu on va dire, cette hygiène, je, je n'utilise plus l'Excel, mais disons que je sais que dans chaque mois que je dépense telle et telle chose, et que je fais des virements automatiques pour plus avoir à penser à épargner en début de mois, etc., quoi. Mais oui, D'accord. ça s'est Donc passé c'était par une phase assez. assez chronophage finalement aussi, hein, non? euh, Allez, ça devait me prendre même pas 40 minutes, 50 minutes par mois de faire ça. Donc, D'accord. reparti sur les 4 semaines, ça fait à peine 10 minutes, 10-15 minutes par semaine. Moi, j'avais pas trouvé ça si chronophage que ça. D'accord. Donc, ce que je retiens ou pour synthétiser avec le parallèle du DMAIC, donc il y a une première phase où tu as défini ta vision, tes Ouais. objectifs à droite, à gauche, et ensuite cette deuxième phase de mesure justement où tu as fait un espèce de diagnostic, un état actuel, Mm. où tu as eu peut-être un déclic ou une prise de conscience, justement, comme tu disais, ben, je n'étais même pas au courant qu'il fallait ou il fallait pas piloter ou gérer certains aspects. Mm. Et donc, tu as pu en fait avoir cette prise de conscience pendant cette phase de mesure, de diagnostic, et ensuite d'analyser quels sont les éléments qui vont contribuer ou qui t'écartent en fait de ces objectifs. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est ça. Et en le faisant, enfin, je me suis rendu compte que dans ma famille, on le faisait aussi. Mon père était contrôleur de gestion. Bon, moi, il est retraité, mais on est une famille de 7, dont 5 enfants. Et donc, on avait des finances qui étaient importantes à gérer. Et mon père en fait, j'ai repris son Excel de entrée, sortie avec les catégorisations. J'ai repris ici parce que je me suis rendu compte qu'il faisait ça depuis petit. Je le voyais souvent bosser sur son PC, sur ce fichier, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, j'ai su ce que c'était. Et en fait, pour la petite anecdote, du coup, il faisait ça depuis toujours, en fait. Et on n'a jamais rien manqué à la maison. Pourtant, je pense pas qu'on ait eu des, des- des rentrées d'argent très très conséquentes qui nous permettaient de faire plein de choses, mais pourtant, on n'a jamais rien manqué. Tout s'est toujours très bien passé. Quand il y a eu des problèmes à la maison, un accident de voiture, autre chose, bah, ça n'a pas posé de problème parce que tout était prévu déjà. Donc, j'ai découvert que, bah, en fait, dans la famille, on faisait ça toujours aussi. Ah, super. Comme quoi, finalement, c'est intuitif, mais le fait d'avoir une prise de conscience, c'est rassurant d'une certaine manière. Ouais, ouais, ouais. Ah, très Ouais. bien. Et quand tu as fini cette phase, que j'ai bien aimé justement de regarder l'agenda et de voir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas, l'exemple de figer, par exemple, 8 heures de sommeil, et donc forcément, ça bloque un espace important dans nos agendas. Euh, il y a une phase qui vient après, que c'est justement le choix. Il faut choisir quelles sont les choses et surtout de prioriser. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais partager pour démontrer que le choix, en fait, il est extrêmement difficile? Il faut lâcher, il faut vraiment mettre de côté certaines choses qui sont agréables, qu'on veut le faire, mais que finalement, ça passe pas dans les temps par rapport à l'objectif. Est-ce que tu as quelques exemples à partager de choix que tu as dû faire? Alors, les choix que j'ai dû faire, c'était surtout sur la partie sportive. Parce que bah, des fois, je m'enchaînais des gros entraînements. Depuis que j'ai commencé le triathlon, je pense que tu peux aussi parler en connaissance de cause. Des entraînements qui durent 3 heures, c'est pas si irrégulier que ça. Et sauf que là, pour rentrer ça dans une journée, il faut le dimanche après-midi, au lieu d'aller faire de vaquer dans un canapé à rien faire, il faut préparer la nourriture pour la semaine. Donc ça peut être agréable de regarder une série tout un dimanche après-midi, mais si on veut pouvoir s'entraîner correctement la semaine, il faut préparer tous les repas pour la semaine le dimanche, par exemple. Donc bon, pour le coup, ça n'a pas été quelque chose de très difficile à mettre en place parce que j'aime bien cuisiner.
Mais c'était plutôt saturé d'avoir la nourriture à cuisiner pour le dimanche, c'était toute l'organisation qui est autour qui était compliquée. Donc, s'assurer d'avoir de quoi contenir la nourriture, par exemple, parce que bah, ça fait presque une bonne dizaine de tupperwares à avoir, la nourriture qu'il faut, etc. Et puis, une fois qu'on a fait le pas du dimanche après-midi de cuisiner pendant 3 heures pour le reste de la semaine, c'est tellement plus confortable après. C'est vraiment cette question de c'est dur, le choix est dur et la vie est facile après, quoi. Parce qu'on a pris le bon choix au bon moment et disons qu'on en paye les conséquences après, mais les conséquences sont bonnes, quoi. Donc, j'ai vu que plusieurs fois tu as parlé justement de routine, d'habitude de tous les samedis ou tous les dimanches faire la bouffe, tous les samedis regarder les finances. Bon, bref, il y a vraiment cette notion de boucle et de discipline versus un état de motivation qui au début est sans doute très élevé et qui ensuite, en fait, c'est fatigant, on a marre un peu. Comment tu fais le parallèle ou comment tu assures en fait de pouvoir tenir ces niveaux de discipline à long terme? Parce que là, on a parlé d'un projet, des projets qui durent depuis plus de 2 ans en fait. Et je ne crois pas que tous les dimanches, absolument, tu es super inspiré, motivé pour cuisiner, etc. Et comment tu assures ces niveaux de discipline et cette routine qu'on peut appeler routine de haute performance? C'est le pourquoi. Pourquoi je veux cuisiner dans l'après-midi, pourquoi je veux m'entraîner autant, pourquoi c'est cette relation vraiment, enfin, le pourquoi qui est en fond de moi, le pourquoi je veux m'entraîner, bah, pour être en bonne santé, pour vivre longtemps et pour être performant. Bah, aussi pourquoi je veux cuisiner, bah, pour avoir du temps pour moi après, parce que bah, si je le fais pas, après 3 heures de vélo, il faut que j'aille cuisiner pendant 20-30 minutes pour ensuite manger. Et du coup, ça me bouffe du sommeil. Et du coup, le lendemain, je suis fatigué en cours, etc. C'est se rappeler du pourquoi, ouais. Et c'est pour ça que c'est important que ça vienne de soi. C'est quelque chose qui ne peut venir que de soi, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui te l'impose, en fait, ça résonne faux et ça va pas marcher bien longtemps, quoi. D'accord, super intéressant. Et on peut même revenir au parallèle du démaïsé. Le pourquoi, c'est une étape qui peut être définie, qui peut être écrite dans la première phase justement de définition, le pourquoi je veux Mm. faire ce que je veux faire. Super intéressant en effet. Et, euh, et donc tu arrives à garder la discipline grâce à un pourquoi derrière de chaque objectif, c'est ça? Ouais, beaucoup, ouais. Ça aide. Et aussi, ce qui m'a aidé pour le triathlon récemment, euh, donc je me suis inscrit au Alpha Ironman des Sables d'Olonne, enfin que je me suis inscrit, je l'ai fait, je l'ai fini. Et donc je m'étais inscrit là il y a un an maintenant, un peu plus d'un an. Donc les premiers 5-6 mois, j'avais la motivation là pour m'entraîner. Et après, petit à petit, bah, la motivation descend et l'échéance arrive. Du coup, là, je m'entraînais plus parce que j'étais motivé, mais je m'entraînais parce que j'avais en quelque sorte peur de l'engagement que j'avais pris. Et du coup, je me disais que là, si j'allais pas pendant les séances de natation, en hiver, c'est des fois un peu compliqué d'y aller. Quand il fait froid dehors, il faut se motiver. Et bah, du coup, je me motivais en me disant que bah, si je voulais pas mourir dans l'eau, il fallait que je sache nager. Et du coup, il fallait que j'aille m'entraîner. Je me rappelle cette réflexion de, bah, en fait, si je veux pas crever au milieu, bah, je vais y aller, il faut s'entraîner. Et bah, ça m'avait bien aidé. Et là, je pense que bah, c'est le choix de m'être inscrit très tôt m'a bien aidé. Ouais. Intéressant, donc ça veut dire que à la limite, pour ne pas être aussi extrême, c'est la peur de l'échec qui t'a motivé à s'entraîner pour la réussite. Euh, En partie, ouais. En partie. Parce qu'en fait, plus l'échéance arrivait, j'avais vu une progression phénoménale en natation. J'ai commencé la natation, je nageais ma première séance de prépa Half Iron. J'ai nagé 800 mètres en 50 minutes. Et je me rappelle que j'étais cuit à la fin, je n'en pouvais plus, j'étais fatigué, je ne m'étais pas entraîné le lendemain. Enfin, c'était l'un des entraînements les plus durs que j'ai fait de la prépa. Et je suis arrivé à la fin de la prépa, j'arrivais à nager presque 3 km en 1 heure 20. Et du coup, j'avais vu cette évolution, j'étais très très fier. Et du coup, je m'étais dit carrément que là, j'allais pas juste finir
la course, j'allais pouvoir faire aussi un chrono, faire quelque chose de bien, hein, de quelque chose de beau. Et ça m'avait. Disons que c'était pas la peur de l'échec parce que et du coup, j'étais arrivé à un moment où je savais que je pourrais sortir de l'eau. Les 90 km de vélo, ça me faisait pas peur, le semi-marathon non plus. Donc j'étais arrivé à un cap où je voulais pas perdre tout cet investissement que j'avais fait, tous ces entraînements. Donc je voulais vraiment maximiser la performance, quoi. Ah, J'avais construit une mais belle base de château de cartes et les dernières étant la course, je voulais pas que ça ruine le reste, quoi. c'est super intéressant ce que tu partages, c'est que mais, finalement, tu as réussi à canaliser la peur de l'échec vers un facteur encore plus puissant que c'est ben, finalement, c'est pas juste participer, je peux même viser encore plus loin. Donc, tu as réussi à transformer la peur en confiance en soi face à de petits résultats que tu as eus et que tu ne croyais même pas que c'était possible au début de l'entraînement, par exemple, comme la natation. C'est ça? Ah ouais, vraiment. Ah oui, oui. Quand j'ai Ah, commencé, incroyable. après le premier entraînement, je me suis dit, c'est pas possible de nager 1,9 km et de partir faire du vélo et après, c'est pas possible. Mais une fois qu'on s'y met et qu'on y met tout son cœur, on se rend compte que ça se fait, hein. Oui, et une fois que c'est fait, il n'y a plus de doute en fait, parce que là, ça devient un fait réel. Incroyable. Là, tu as partagé un exemple que je trouve hyper intéressant et c'est tangible. En effet, on parle de natation, d'une distance dans un temps donné. Et comment tu fais pour piloter, pour savoir si finalement, si je suis capable ou pas vis-à-vis d'autres actions que tu as fait? Par exemple, le sommeil. Comment tu pilotes, en effet, pour voir si ça porte les fruits que tu souhaites? D'autres activités. Bah là, typiquement, c'est sur mon état global, parce que le sommeil, c'est là que le corps se répare en quelque sorte. Donc si la journée, je suis fatigué, j'ai un peu mal partout, des fois une bonne nuit de sommeil, ça règle beaucoup de maux. C'est la première chose qui m'a marqué en mettant à dormir plus, parce que avant de dormir 8 heures par nuit, je dormais en moyenne entre 6 à 7h30 maximum. Et je me disais que ça suffisait, que j'avais pas forcément besoin de beaucoup plus, j'arrivais à me réveiller facilement, et voilà. Et quand je me suis mis à dormir plus, j'ai constaté que ben, la journée, j'étais quand même beaucoup plus alerte. J'avais toujours un petit déclin au moment de la digestion après 14 heures, là. Mais ça, quelle que soit la quantité de sommeil que je fais, ça arrive. Mais ouais, l'impact, comment je l'ai réalisé, c'est au quotidien, j'arrivais à pouvoir m'entraîner beaucoup plus et j'étais en bien meilleure forme en m'entraînant beaucoup plus. Ça m'avait vraiment marqué. Parce que du coup, aussi, à l'époque, je m'entraînais peut-être 5 fois semaine, 5, 6 fois semaine. Donc, j'ai rajouté 2 entraînements presque et j'étais moins fatigué qu'avant, quoi. Donc là-dessus, c'était plus ouais, sur mon ressenti, mon bien-être personnel, quoi. Très intéressant. Et est-ce que tu as mentionné à un moment donné de l'aide d'un préparateur, par exemple? Est-ce que vis-à-vis d'autres activités professionnelles, sommeil, tu as compté sur l'aide aussi de d'autres personnes ou tu as pu faire ce travail en autonomie de réflexion? Ce travail-là était en autonomie, mais par exemple, comment j'ai défini 8 heures? Bah, parce que en s'enseignant un peu sur Internet, enfin sur des études sur le sommeil, ce genre de choses, on se rend compte que bah, en fait, le sommeil est propre à chacun. Il y en a qui ont besoin de peut-être 9, 10, 11 heures de sommeil, d'autres juste 5 ou 6. Et globalement, s'en- on peut pas trop se tromper en dormant au moins 8 heures par jour, pardon. Donc c'est pour ça que je dis que dormir 8 heures par jour, ce serait un minimum, et que c'est vers ça qui fait que je parte. Mais ça a été une réflexion personnelle, parce que j'ai la curiosité d'aller me renseigner à droite à gauche j'ai eu cette curiosité-là pour le sommeil. Disons que pour le sport, c'est quelque chose d'assez. Enfin, je considère ça comme quelque chose de complexe, c'est très, très varié. Enfin, il y a tellement de variables à prendre en compte pour faire une préparation d'entraînement, surtout pour du triathlon, venant de l'haltérophilie, en voulant garder des performances un peu partout. J'ai préféré prendre un coach, clairement, c'est plus simple dans ma tête, j'ai pas à réfléchir. Mais pour le sommeil, disons que ça a été plus simple de se mettre des rappels à 22 heures d'aller dormir.
de cuisiner la semaine le dimanche pour pas avoir à cuisiner la semaine et gagner une demi-heure de cuisine, etc., quoi. Hmm, intéressant. Ça aurait été Et comment ou dans quoi l'APIS t'a aidé justement dans ces démarches? faire le lien entre le lean manufacturing, enfin, le lean dans l'industrie et la vie personnelle, quoi. Parce que je D'accord. m'étais déjà un peu dit dans ma tête que faire un 5S dans une cuisine, bah, c'est pas une bête idée, par exemple. Le SMED, quand on cuisine, c'est pareil, ça se fait un SMED ou quand on va se doucher, etc. Donc, mais disons que ça met disons que la piste, ça apporte un cadre, une direction globale. Comme on dit dans ton livre, c'est un peu un GPS, quoi. Et, euh, et là, si on prend dans les sens inverse, ça veut dire si on prend quelque chose qui est né dans l'industrie et appliqué à titre personnel, si on prend maintenant tes expériences d'application personnelle et on réplique dans un milieu professionnel. Tu vises un poste certainement de manager de projet ou de quelque chose un lien avec la gestion de projet, amélioration continue. Quels sont les éléments que t'es maintenant convaincu, on va dire, de la puissance, de l'efficacité, parce que tu as testé à titre personnel et que tu seras davantage favorable à l'application dans le milieu professionnel. La communication et la routine, c'est deux choses enfin, qui me semblent très très importantes pour la performance. Parce qu'avec une routine, ça facilite tout en fait. Si on range la même chose au même endroit, ben, on passe pas son temps à la chercher, par exemple. En fait, c'est une charge mentale, une diminution de charge mentale en fait. Ça devient un peu comme un automatisme, on fait ces choses les unes après les autres. On sait pourquoi on les fait, parce qu'on s'est posé la question avant, donc ça a du sens de les faire. Et on déroule le plan, on le fait. Et si on s'est posé les bonnes questions au départ et que le plan est bien déroulé, bah, ça se passe très bien, quoi. Et comment tu assures de ne pas tomber dans un état d'ennui, en fait, avec la routine de manger tous les jours la même chose, par exemple, à la même heure? Bah, Ce qui j'aime, pourrait être un effet collatéral, d'ailleurs, de la routine, ouais. même si je partage complètement ce que tu viens de dire. En fait, j'aime la nourriture que je cuisine parce que je cuisine ce que j'aime manger. Et du coup, ça me lasse pas de manger la même chose plusieurs fois dans la semaine. Surtout que, en plus, en cuisinant pour les plusieurs fois à l'avance, si le dimanche, ben, je cuisine pour 8 repas au lieu de 5 ou 6, eh ben, j'en mets 3 trois au congélo, ainsi de suite. Et à la fin, je me retrouve avec peut-être une vingtaine de plats congelés d'avance et avec une diversité. Donc, moi, ça m'a jamais dérangé de manger toujours la même chose si le plat est bon. Bon, je suis pas très grand cuisinier, donc des fois c'est moins bon que d'autres. Mais non, en fait, quand j'aime, ça me plaît de le cuisiner, ça me plaît de le manger. Donc ça me gêne pas de le manger plusieurs fois, pareil. Surtout que c'est jamais plus de 5 ou 6 repas d'affilée, quoi. Excellent. Et pour finir, j'aimerais te poser deux questions Ouais. et que c'est plutôt rhétorique. Et en fait, c'est des questions que tu vas poser à toi-même. J'aimerais que tu donnes un conseil à faire et à ne pas faire au Florent de 2022. Bonne question. Euh, Conseil à ne pas faire. Avec Euh, l'expérience, bien sûr, que tu as aujourd'hui. Donc, si tu pourrais te donner un conseil à toi-même il y a 2 ans, nous sommes en 2024, qu'est-ce que tu dirais à Florent? Ça, rassure-toi, c'est par là qu'il faut faire. Et ça, en revanche, écoute, c'était pas un bon choix. ok. Alors je vais commencer par les conseils à ne pas faire, parce que ça me vient déjà là. C'est de ne pas communiquer sur les objectifs, n'en parler à personne, rester tout seul dans son coin, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de rendre l'atteinte de ces objectifs encore plus difficile.
Parce que quand on en parle, ben, on se rend compte que ben, on a peut-être des copains qui font du triathlon, qui, enfin, par exemple, pour ma part, en parlant de triathlon autour de moi, je me suis rendu compte que plein de gens en faisaient. Et du coup, ça a créé un environnement vachement plus propice. Si je peux aller faire du vélo avec des copains, enfin, ça aide. Donc, conseil à ne pas faire, je dirais de ne pas parler de sa volonté de faire du triathlon. Euh, et conseil à faire peut-être plus. Enfin, conseil. Qu'est-ce que je me dirais mois de 2022 de peut-être faire plus de confiance en l'avenir, de se dire que parce qu'en fait des fois on a du mal à réaliser que, enfin pour moi en tout cas, du mal à réaliser que tout ce que je fais dans mon quotidien, euh, même si j'ai l'impression que je le fais pas très bien, bah, en fait déjà je le fais. Donc c'est pas, faut pas avoir peur de demain si tu sais qu'aujourd'hui tu as fait tout ce que tu devais faire quoi. Et de ne pas avoir de regrets, de se dire que, enfin, ouais, je pense que ce serait ça. Excellent. Et pour finir, la dernière question, celle-là, je pense qu'elle est un peu plus dure, Ouais. provocative en tout cas. On a commencé justement notre échange en parlant de vision, d'objectif, et j'aimerais que tu nous décrives euh, une photo, ou en tout cas la vision que tu as, et que tu passes un message au Florent de 2028. Ok. Alors 2028, j'aurai presque 30 ans. Alors j'ai une vision d'avoir un premier enfant avant 30 ans. Donc je pense que j'aurai peut-être un enfant. Euh, Dans cette image-là, peut-être un animal de compagnie aussi à voir. Donc qu'est-ce que je dirais à 30 ans, enfin à 28? Je pense que je me dirais bravo, parce que j'aurais aussi sûrement déjà fait un Ironman. Donc bravo pour tout le taf que j'ai fait. Et je pense que je me demanderais, je serais curieux de voir le chemin que j'ai parcouru. Parce que même si la finalité est pas forcément celle qu'on attendait quand on part du point de départ, bon, c'est pas forcément la finalité qu'on atteint que celle qu'on avait vue quand on voulait partir. Mais des fois, enfin, le chemin est souvent tout le temps magnifique, quoi. Je serais curieux d'avoir une discussion sur les 4 ans qui se sont passés, le chemin qu'il a fallu parcourir pour arriver à faire un Ironman, avoir un enfant et une vie, une femme et une vie complète, quoi. Excellent. Et est-ce qu'il y a une chose que c'est Florent de 2028 a fait ou qu'il a tout court que tu peux pas imaginer aujourd'hui? Plusieurs vélos. Un vélo pour le Un vélo pour triathlon, un chaque vélo pour... météo. Voilà, c'est ça, Tout un vélo court. pour le triathlon, un vélo pour la montagne, un VTT. D'accord, très bien. Écoute, Florent, avec un grand plaisir d'échanger. Merci de ces témoignages, du partage. Comme toi, hein, m'entraîne aussi pour un triathlon. J'ai eu les 2 derniers mois qui étaient un peu durs pour moi. Donc, j'ai bien aimé aussi que tu as dit ben, certaines choses, les imprévus, ça nous arrive, comme un accident en voiture, comme un calcul dans le rein que j'ai eu qui m'a empêché de participer. En tout cas, merci beaucoup de ce partage. Je te souhaite bonne continuation. Compte sur moi, justement, avec le sport de partage. Je te rejoins complètement. Et à un de ces quatre. Un de ces quatre. Est-ce que tu souhaites laisser ton réseau social peut-être pour te contacter, pour ceux qui souhaitent partager ou échanger avec toi? Oui, tout à fait. Oui, C'est oui. quoi ton canal? Oui, je mettrai aussi dans la Alors, description. Instagram, du coup, il y a Florent GRS, pardon. Tout attaché, sans majuscule, sans rien. Euh, et ben là, je suis disponible par Instagram. Il me semble il y a peut-être pas mon numéro par Instagram, mais on peut me contacter, je réponds. Je suis très ouvert. Super. Merci encore. Bonne continuation à toi. À Au bientôt. revoir. Arrêtez la diffusion. Ça